Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être pour s'évader et se ressourcer. Chaque épisode vous invite à découvrir une destination et une histoire de vie inspirante. Aujourd'hui, avec l'actualité du Vendée Globe où les premiers navigateurs s'apprêtent à franchir la ligne d'arrivée, j'avais envie de vous partager à nouveau un épisode enregistré l'année dernière. Il s'agit d'une partie de la discussion que j'ai eue avec Sébastien Destremaux, skipper et navigateur français. Sébastien a fait cette course mythique du Vendée Globe à 2 reprises et il va nous partager les leçons qu'il en a retenues, un véritable voyage intérieur. Je vous mets en description le lien vers l'épisode complet où il nous racontait aussi sa mission humanitaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Donc est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer rapidement, même si vous l'expliquez dans le livre, mais pour partager à l'audience cette passion et votre coup de cœur pour la navigation et la voile, vous expliquez à un moment que c'est sur la mer que vous arrivez à être le plus détendu, où vous vous sentez le mieux. Bah oui, on a toujours navigué dans la famille. Papa n'était pas un grand navigateur, mais il était passionné pour naviguer. On a grandi, papa était un musicien, un très très bon musicien, classique, une grande lignée de militaires, et on a été éduqués comme il se doit dans la musique et dans l'ordre. Et, et la voile, parce que papa aimait la voile, et on a donc tous passé de nombreuses vacances, week-ends, mercredis, à aller naviguer quand on était petit avec les parents, et puis une fois que à l'adolescence, moins avec les parents et plus avec les copains ou les copines, et puis des régates, et puis jusqu'à en faire notre métier en fait. En tout cas, les 4 frères. Ma sœur, elle, est devenue cantatrice. Donc, elle a pris le chemin de papa dans la musique. Elle adore la voile, mais elle adore la voile avec ses frères. C'est ses frères qui s'occupent du bateau, voilà. Mais autrement, c'est de la musique. Et on a tous fait de la musique, mais nous, les 4 frères, on est devenus tous marins. Alors moi, je suis le plus exposé de mes frères. Je suis pas le meilleur marin. Loin de là, mais je suis celui, ayant fait le Vendée Globe, je suis celui qui a été le plus exposé. Mais mes frères sont nettement meilleurs marins que moi. Moi, il me faut un but sur l'eau. Il me faut un but. Je vais pas sur l'eau pour le plaisir. Et quand on était petit, c'était pareil. J'allais sur le bateau avec papa, maman ou les frères et les sœurs, et c'est les frères qui faisaient tout sur le bateau. Tout. Moi, ça m'intéressait pas. De barrer, de faire naviguer le bateau, machin truc, ça m'intéressait pas. Moi, je regardais la mer, l'espace. Et c'est resté comme ça. Parce que, pour moi, alors c'est extrêmement égoïste, hein, mais une fois que vous partez en mer, une fois que vous larguez les amarres, plus rien de la terre ne vous concerne. Ça ne vous concerne pas ce qui se passe à terre. Quand vous larguez les amarres, ce qui vous concerne, ce qui vous préoccupe, c'est ce qui est dans votre environnement immédiat. C'est-à-dire le bateau, vous, l'équipage éventuellement s'il y a un équipage, hein, bien sûr, mais bon, donc c'est poussé un peu à son paroxysme quand on est en solitaire. Mais il y a que ça qui compte. C'est le bateau, les éléments, le vent, comment il va changer, la mer, comment elle va changer, où est-ce que je dois aller, quelle direction je vais prendre, je vais tourner à gauche ou à droite, je vais changer de voile ou pas, je me couche ou pas, je dors, non, je répare. Voilà. Il y a que ça qui compte. Tout le reste, c'est rester à terre, en fait. Et ça, c'est pas mal, mais c'est hyper égoïste, hein. On est d'accord, hein. Hyper égoïste. Mais moi, c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir s'évader comme ça. On dit que la voile est la meilleure école de vie pour les enfants, par exemple. Pourquoi ? Parce que un enfant, vous le mettez sur un optimiste, un petit bateau, là, les petites caisses à savon là, où tous les enfants ont appris à naviguer. Vous mettez un enfant de 6 ans, 7 ans, peu importe l'âge, sur un optimiste, il va entièrement prendre la responsabilité de ses actes et de ses décisions. Il va décider d'aller à gauche, d'aller à droite. Quand il va faire une fausse manœuvre, il va chavirer, ou il va faire je sais pas quoi. Et il est entièrement responsable de lui-même.
il est pas assisté, il n'y a pas maman, papa derrière qui sont là à lui dire fais comme ci, fais comme ça, etc. Et c'est hyper formateur pour des gamins de pouvoir faire de la voile en solitaire ou alors avec un pote. Ils vont travailler ensemble et ils vont comme ça mener leur bateau où bon leur semble. Ou alors on va leur dire bah tiens, on se retrouve à la bouée qui est là-bas. Mais le chemin pour aller là-bas, c'est le gamin qui va le choisir. Personne va le choisir pour lui. Et ça n'existe pas dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, même si on va faire du vélo, bah ouais, mais avec le vélo, il y a une barrière ici, il y a des voitures là, il y a un chemin, il y a voilà, il y a des contraintes. En mer, il y en a pas. Il y en a pas. Il y a moins de liberté. Ah ouais, à terre, il y a beaucoup moins de liberté. En mer, on est complètement libre de ses choix, complètement. Et ça, justement, vous en parlez beaucoup de la liberté parce que vous dites au début, pour participer à cette aventure du Vendée Globe, j'ai tout cédé, tout sacrifié, tout vendu. Aujourd'hui, je ne possède rien, ni carrière, ni chez moi, mais j'ai peut-être conquis le bien le plus précieux, ma liberté. Ouais. Et je trouve que c'est très puissant. Et pour vous, en fait, c'est quoi pour vous au final la liberté? Est-ce que c'est comme ce que vous venez de nous expliquer, que du coup, on n'a plus de barrières, on est libre de faire ce qu'on veut un petit peu? Oui, aujourd'hui, dans notre vie moderne, on a une multitude de contraintes, constamment. Il y a des stops partout, des feux rouges partout, des ronds-points partout, des règles de bonne vie, voilà, il y a des interdits de tous les côtés. En fait, on ne vit que avec des interdits. Et c'est que comme ça que la communauté va pouvoir vivre ensemble, d'ailleurs. Hein, parce qu'autrement, c'est l'anarchie. Je dis pas que c'est mal d'avoir ces interdits. Il les faut, mais merde, quoi. Enfin, bon, moi, ça va, quoi. C'est bon. Et j'ai pas envie de ces interdits-là. J'ai pas envie d'être un hors-la-loi non plus. Parce qu'il y a des gens qui disent, bah ouais, à ce moment-là, t'as qu'à faire ce que tu veux à terre. Bah non, parce que je vais pas brûler les feux rouges, je vais pas écraser la personne qui traverse devant moi. Enfin, même si je vais l'engueuler si elle le fait pas bien, mais vous voyez, c'est une vie en communauté, donc avec toutes ces contraintes. Mais cette liberté qu'on a quand on est en mer, et encore une fois, égoïste, je le reconnais, il n'y a pas de problème. On a la ligne d'arrivée qu'on a choisie. Même quand vous gravissez une montagne, je suis pas montagnard, il y a beaucoup de similitudes entre la montagne et la voile, mais il y a une énorme différence à mon avis, c'est qu'en montagne, il y a un sommet. Une fois que vous êtes au sommet, vous pouvez pas aller plus loin. Vous pouvez choisir peut-être la route pour y aller, mais une fois que vous êtes au sommet, vous pouvez pas aller plus loin, ça y est, c'est fini, il faut redescendre. Alors qu'en mer, il n'y a pas de sommet. Il n'y en a pas. À part le sommet que vous êtes fixé. Allez au Sable d'Olonne, voilà. Partie des Sables d'Olonne, je reviendrai au Sable d'Olonne. Ça, c'est mon sommet, parce que ça s'appelle le Vendée Globe. Je fais ça. Mais si vous décidez de changer d'avis en cours de route, et de vous arrêter en Nouvelle-Zélande et de faire demi-tour et de prendre votre fille sous le bras et de la ramener en France, personne ne vous l'interdit, Personne. Il suffit juste d'avoir envie. Ça s'appelle la liberté. Vous voyez ? Ça s'appelle la liberté, à mon sens. Et justement, par rapport à la famille, où vous dites que c'est un choix très personnel qui peut être... vous le dites vous-même, on pense à l'égoïsme par rapport à cet aspect-là. Ouais. À un moment, vous dites au revoir à vos enfants et vous avez une citation sur la vie qui m'a beaucoup marquée. Vous leur dites « Ce que papa va faire, c'est dangereux. Je serai très prudent, mais il y a un petit risque que je ne revienne pas. Si c'est le cas, je ne veux pas que vous soyez triste. Cette course est très importante pour moi. Si je meurs, je mourrai heureux. J'aimerais que vous vous souveniez de ça. Dans la vie, faites toujours ce que vous voulez faire. Même s'il y a des risques, allez au bout de vos rêves, sans vous soucier du reste, il n'y a que ça qui compte. » Oui, faites ce que vous avez envie de faire. Oui. J'ai dit ça aux jumeaux, j'ai 3 autres enfants plus grands, mais que j'ai pas tellement vu grandir. Mais les jumeaux, je les ai vus grandir, de près ou de loin. Et aujourd'hui, ils ont 20 ans. Il y en a un qui, depuis 2 ans, est dans une faculté américaine, recruté par une équipe de basket. Il est tout petit, il veut être NBA. Je sais pas s'il y arrivera ou pas, mais en attendant, il est complètement drivé par ça. Et donc ça, c'est Marshall. Et Jade, elle a fait de l'humanitaire. On a fait de l'humanitaire ensemble. On a fait ce voyage extraordinaire ensemble, mais elle est allée aussi en Lettonie toute seule pour aller donner des cours dans une école perdue dans la forêt, des cours bénévoles d'anglais et de français perdus dans la forêt lettonne,
mais le truc où il fait moins 25, presque il chasse les ours pour manger, quoi. Enfin, franchement, hein, c'est le premier village, il était à plus d'1 heure de bus. Elle est partie toute seule comme ça pendant 6 mois. Et aujourd'hui, elle fait ses études à Sciences Polytechniques. Mais faites ce que vous voulez, bah bien sûr, bien sûr. Alors nous, on est là, nous, enfin avec sa mère, des fois, on n'est pas tout à fait d'accord, hein, bien sûr, mais ouais, faites ce que vous voulez, ouais, vivez vos rêves, ouais, bien sûr. Ah bah ouais, carrément. Et si demain tu veux changer le monde, bah vas-y quoi, vas-y, essaye, vas-y. Si tu veux être joueur de NBA, vas-y, tu y arriveras. Super. Si tu y arrives pas, ça fait rien. T'auras essayé. Et si c'est autre chose après que tu veux faire parce que tu y es pas arrivé, que la NBA c'était trop, l'objectif était trop haut, la marche était trop haute, bah tu feras autre chose. Mais t'en as qu'une de vie, hein. Il y en a qu'une. Hein. Alors, mène-la, mène-la comme tu veux l'amener. Tu veux faire le Vendée Globe? Bah si, fais-le. Qui c'est qui t'en empêche? C'est toi qui t'en empêche. C'est tout. Il y a que toi qui t'empêchera d'être joueur de NBA. Que toi. Ça veut pas dire que t'es mauvais si t'y es pas arrivé. Mais celui qui t'en empêche, c'est toi. Alors, vas-y. Oui, on se met nos propres limites, en Ouais. fait. Ouais. Moi, mon envie pour ces jeunes adultes qui ont 20 ans, c'est de leur ouvrir le plus possible le champ des possibles. Voilà. En gardant des valeurs, voilà. Jade, l'humanitaire, c'est important, ok. On va le faire, on va s'en occuper ensemble. On va partager ça et parce que je suis un parent et je peux t'aider. Donc allons-y, faisons-le ensemble. Moi, ça m'intéresse, donc feu. Marshall un peu moins parce que Marshall, il est dans son truc de basket. Je peux moins l'aider, disons. Je peux juste le guider un peu sur les ambitions. Voilà, mais je suis pas basketteur, quoi. Loin de là, je sais pas jouer avec un ballon. Je sais rien faire avec un ballon. Mais c'est pas grave. Excellent. J'aime beaucoup aussi, à un moment, vous parlez, tout au long du livre, vous nous expliquez beaucoup toutes ces émotions qui surgissent, que Ouais. c'est, voilà, vous êtes confronté à vous-même dans ce voyage, et je pense que c'est la partie qui m'a le plus fascinée. Et à un moment, vous expliquez que quand vous êtes en mer, vous enlevez le verrou des émotions, que ça sort pas comme sur Terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Est-ce que c'est le fait que vous vous retrouviez seul, que personne ne peut vous voir si vous larguez les émotions? Comment ça se passe? Oui, mais c'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça. En mer, de par l'isolement et la longueur aussi, hein, ça compte beaucoup, hein, la longueur du Vendée Globe et cet isolement, on peut vivre et se laisser porter par n'importe quelle émotion. Il y a personne qui est là pour nous regarder et nous juger. Vous n'allez pas pleurer, vous n'allez pas pleurer dans la rue, quoi. Enfin, ça va pas être possible. On va vous regarder de travers, donc vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas hurler parce que il y a quelque chose qui vous a énervé sur le bateau, je sais pas quoi. Vous n'allez pas pousser des cris. Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas chanter comme ça juste pour avoir envie de chanter. Alors qu'en bateau, là-bas, là, dans le Grand Sud, il n'y a que les albatros qui vous regardent. C'est tout. Hein. Donc vous pouvez vous laisser porter par ces émotions-là et les vivre pleinement. Alors au début, je me souviens d'un truc. C'était pendant le premier Vendée Globe, peut-être 2-3 semaines après le départ, j'avais partagé quelque chose, un événement, et qui n'était pas un événement du bateau, du bord. J'avais partagé un avis sur un événement qui s'était passé à terre. Je ne me souviens absolument pas lequel, et c'est pas du tout le sujet. Et j'ai un copain, un très très bon copain, je l'appelle mon éminence. Il a regardé ce sujet, et il m'a appelé, il m'a dit: Sébastien, les commentaires sur notre vie de terrien, on s'en balance. Complet. Ça ne nous intéresse pas, en fait. On s'en fout. Ça, c'est notre quotidien à nous. Tu vas pas venir nous emmerder avec notre quotidien. Raconte-nous ce que tu vis, toi. Comment tu le vis et ce que tu vis. Et comment tu le ressens. Et comment, etc. Et ça a fait, ça a été un peu un électrochoc, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là où, d'abord, le contenu de ce que j'ai partagé a été concentré sur
mon aventure et non pas sur l'extérieur. Je me suis coupé du monde en fait et j'ai raconté ce que je vivais. Du coup, c'est sorti très pur et pas galvaudé par des messages divers. Et puis, en se concentrant sur cette aventure et uniquement cette aventure, en coupant tous les liens avec la vie de terrien, ça m'a permis de vivre ce voyage de manière beaucoup plus intense au niveau des émotions. Parce que, voilà, si j'ai envie de pleurer, alors, du quoi je pleure. Et puis c'est tout, c'est simple. Et tout va bien. Ça veut pas dire pleurer de tristesse, hein. Ça peut être de joie, de n'importe quoi, d'un souvenir, mais on se laisse transporter par ces émotions. En tout cas, et voilà, ça, et c'est de toute façon un truc qu'on peut pas se le permettre ailleurs que dans un moment d'isolement, quand personne ne regarde, comment on est jugé, et on est faible. C'est terrible d'en arriver là, Ouais. Et si je peux me permettre de lire un autre extrait que j'ai beaucoup aimé, où justement vous parlez de quand vous êtes face à votre solitude, à vos peines, lors d'un épisode de panne de moteur, où vous dites « La crainte de l'abandon, la fatigue accumulée durant cet épisode ont fissuré mes défenses. Toutes les digues patiemment construites depuis l'enfance ont sauté, emportant avec elles mon armure de pudeur, mon bouclier de faux dur et mon épée de certitude. Ce ne sont plus les aléas de la course qui me tenaillent, mais un flot de souvenirs, de joie, de peine, qui me visite à l'improviste et dont je ne sais pas quoi faire. À chaque kilomètre que je parcours, ma vie défile, les nerfs à vif, je suis seule et nue face à moi-même. » Et ça, c'est vrai que on sent effectivement que tout ça remonte quand vous êtes sur le bateau et que c'est un petit peu à vous de naviguer aussi justement avec toutes ces émotions. Oui, ça fait partie justement à partir du moment où on fait tomber ces barrières qui sont du regard des autres et qu'on se concentre sur son nombril avec son quotidien immédiat et son environnement de quelques mètres. Parce que moi, je regardais autour de moi, c'est tout, ma ligne d'horizon, c'est tout ce que j'avais autour de moi. Donc c'est juste un petit bateau au milieu d'un océan. À partir du moment où on laisse tomber ces barrières qui sont le regard des autres, par exemple, du coup, on peut revivre tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. On peut le revoir, on a du temps sur le Vendée Globe, 124 jours tout seul, on a du temps, ça va. On parle à personne, donc on peut se parler à soi-même et se remémorer plein de souvenirs d'enfance, plein de souvenirs de vie, avec les émotions qui vont avec, que ce soit des joies ou des peines. Voilà, moi j'ai pas eu une enfance malheureuse, mais j'ai pas eu une enfance facile non plus. Voilà, parce que mon père était non pas sévère, parce que la sévérité, ça on s'en moque. Il était pas sévère, mais mon père était injuste. Il traitait pas ses enfants avec justesse ou avec égalité les uns et les autres. Et l'injustice, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas jouable. Voilà, on peut pas punir pour un même fait, on peut pas punir l'un plus sévèrement que l'autre. C'est pas possible. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Mes frères et sœurs l'ont pas vécu comme ça. Mais en attendant, cette injustice, moi, je l'ai vachement ressentie. Et donc, c'est ce que je raconte un petit peu dans ce Le Monde. C'est les relations avec mon père qui étaient des relations difficiles à cause de cette injustice et non pas pour ce que mon père représentait. C'est juste l'injustice qui était difficile à vivre et qui m'a beaucoup peiné. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai l'impression d'avoir énormément souffert. Encore une fois, à tort ou à raison, c'est mon ressenti. Et je regrette un petit peu, je regrette de ne pas avoir transmis dans ce bouquin le vrai niveau du pardon, en fait. Voilà, parce que mon père, à la fin de sa vie, je me suis occupé de lui, je l'ai aidé, j'ai passé du temps auprès de lui, sans que ce soit vous avez vu comme vous m'avez fait chier, vous m'avez vu comme je suis sympa aujourd'hui. C'était pas du tout ça. C'était, il avait besoin, j'étais là, je m'en suis occupé, point. C'était pas plus grave que ça. Mais je l'ai pas assez écrit dans ce bouquin, ça. Donc à cette lecture, on reste un petit peu trop sur un avis un peu trop noir. Vous voyez,
une image un peu trop noire de mon père, qui ne reflète pas exactement la réalité. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Ben, c'est d'autant plus intéressant de le préciser maintenant, justement, pour celles et Ouais. ceux qui le liront peut-être. Et j'aime bien aussi, il y a un moment, vous expliquez, c'est un vrai tournant, où vous expliquez que pour vous, le voyage intérieur que vous étiez en train d'accomplir a pris le pas sur l'aventure sportive. C'est quand votre fille Tiffany vous écrit et elle vous dit « C'est fou que ce soit quand on est le plus seul depuis très longtemps, quand on est en survie, qu'on se souvienne des choses vraies et les plus importantes dans votre vie. » Je pense que c'est mon préféré du livre parce que là, vous dites que c'est vraiment un tournant parce que là, vous cheminez vraiment dans ce voyage intérieur et tout est en train de prendre son sens. Oui, alors, c'est pas moi qui ai écrit cette réponse, c'est Tiffany. Oui, oui. Moi, j'ai décidé de lui écrire le jour de son anniversaire. J'étais au point Nemo, j'étais paumé dans plein milieu du Pacifique, et je lui ai écrit un message d'anniversaire avec voilà, avec ce que je ressentais, sans imaginer que, en espérant qu'elle allait me répondre, mais sans imaginer qu'elle allait le faire, parce que Tiffany, elle fait partie de la fratrie des 3 aînés, Florian, Romain et Tiffany, avec lesquels je n'ai pas partagé grand-chose dans leur adolescence. Et donc, recevoir cette réponse de Tiffany, ça a été une vraie joie, ouais. Une vraie joie de voir que peut-être que elle grandissait aussi, hein, elle avait 26 ans, et finalement, elle ouvrait une porte sur la possibilité de se revoir. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, ce message, là-bas au fin fond du Pacifique. Et j'ai bien fait. Voilà. C'était un beau moment du Vendée Globe, ouais, de ce message reçu de Tiffany au point des mots. C'est aussi un des trucs qu'a fait le Vendée Globe, hein, c'est ces grands-là, Florian, Romain et Tiffany, qui ont vu leur père à la télé faire une chose hors de l'ordinaire, et ils ont peut-être ils avaient grandi aussi, hein, encore une fois, hein, ça leur a pas fait de mal d'avoir ce regard-là, cette entre guillemets admiration. On a besoin d'admirer ses parents. Moi, j'admirais mon père pour son côté artistique. Voilà, il y avait d'autres choses, je l'admirais pas, mais je l'admirais il faut admirer ses parents. Et donc là, c'était un truc pour eux qui a été admirable. Ça leur a fait beaucoup de bien. À tout le monde au final. Ouais, c'est ça. Bah ouais, bien sûr. Ouais, ils ont, même s'il y en a, ils vont pas claironner sur tous les toits. Ce sont des choses qui leur ont fait plaisir. Ouais. Donc voilà. Donc pour ça aussi, le Vendée Globe, c'est pas mal. Et il y a un aspect aussi, vous parlez par rapport à l'ennui. J'ai beaucoup aimé cette réflexion sur le fait que, donc sur le bateau, vous précisez que vous n'avez pas amené de livres, de musique, rien du tout. Ça m'a énormément surprise. Et vous expliquez que vous y trouvez quelque chose d'agréable dans cet ennui qu'on a un peu, même beaucoup perdu dans notre vie au quotidien. C'est-à-dire que, enfin, sans tomber dans trop de généralités non plus, mais que les gens n'arrivent plus à s'ennuyer et ont du mal à ne rien faire. Et là, vous avez eu tout le loisir de le faire. Est-ce que vous pensez qu'on aurait plus intérêt à justement apprendre à mieux apprivoiser cet ennui, ce fait de ne rien faire, plutôt que d'être dans la course, de tout le temps être dans l'action? Ah non, mais alors là, il y a même pas de débat, quoi. Je veux dire, c'est à quoi ça sert de courir, hein, tout le temps. Parfois, il faut courir, ouais, ok, on est pressé pour un truc. Mais autrement, ça sert à quoi? Ça nous mène où? Nulle part. Donc ça sert à rien. Donc, enfin, moi, ça me fait marrer, quoi. Les gens la seule réponse qu'ils ont, c'est j'ai pas le temps. Ah bon? Mais bon, pourquoi t'as pas le temps? Prends-le. Prends-le le temps. Enfin, qui est-ce qui t'empêche? Il y a que toi qui t'empêche. Enfin, il y a que toi qui t'empêche de prendre le temps. En multipliant les trucs, voilà. Et puis alors, nos enfants, il faut surtout pas qu'ils s'embêtent, hein. Parce que, si, au contraire, il faut que ça s'embête, un enfant. Il se met dans un coin avec un bout de papier, là, et un crayon. Et il va s'inventer son monde. Le gamin, il va pas s'embêter longtemps, le gamin. Sauf si il est constamment sollicité, puis d'un seul coup on le fout dans un coin. Bon voilà, il a l'impression d'être puni, quoi. Mais si c'est une habitude de vie, le gamin il va jamais s'embêter. Cet ennui ou
oisiveté ou cette inactivité n'est pas un ennui, au sens ennuyant du terme, quoi. C'est ouais, j'ai rien à faire. Ouais, bah je m'assieds là, j'attends, et il y a des trucs qui me viennent ou pas. Mais pourquoi on serait obligé de pas avoir le temps? D'où ça sort? C'est débile. Enfin, pour moi, c'est débile. Et aujourd'hui, mais alors moi, je prends le temps, quoi. Je marche beaucoup, enfin beaucoup, pas beaucoup, mais longtemps parce que ça me prend du temps. Je veux dire, pour aller d'ici à mon bateau, je vais mettre 2 fois plus de temps que vous. Hein. Je marche doucement, tranquille, à mon rythme. Voilà, j'ai le temps. Sauf si j'ai besoin d'être, si je suis en retard ou si voilà, je peux marcher plus vite. Hein, c'est pas un problème, c'est pas de la fainéantise. Mais ralentir, c'est vachement important de ralentir en plus. Alors, parlons pas de problème écologique, hein. Enfin, si, parlons-en. Ralentir. On veut faire quoi? On veut continuer d'accélérer? On veut continuer aller? Non, on sait très bien où ça nous mène. Et le mur, il va arriver encore plus fort, ça va être génial. Alors qu'on peut aussi choisir de ralentir. Et moi, je ralentis tout le temps, dès que je peux. Dès que je peux, je ralentis. Et ça, c'est depuis le Vendée Globe, vous étiez Ouais, pas comme carrément, ça ouais. avant? Non, avant, j'étais pas comme ça. On n'a jamais été des fous furieux de la course, quoi. Enfin, de la course, dans le sens, il faut se dépêcher, il faut multiplier les activités, machin truc. On n'a jamais été comme ça dans la famille. On n'est pas des cavaleurs. Mais c'est vrai que le Vendée Globe, mais pas que le Vendée Globe, hein, la Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi beaucoup, m'a fait ralentir énormément. Au sens vitesse du terme, quoi. Hein. C'est vraiment la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je sais que depuis ce voyage-là, je suis insupportable. Si vous m'accompagnez dans la rue, je suis insupportable parce que vous allez m'attendre tous les 50 mètres, quoi. Ah, mais il est où? Ah bah il est là-bas, il avance pas. J'avance pas. Et c'est volontaire. C'est volontaire. Mais mince, quoi. Mince. Si je peux. Alors, je dis pas que moi je suis pas un écolo, comment on dit, ayatollah là. Enfin, quand je reviens de Lisbonne le mois dernier, où j'étais sur un bateau, je bricolais un bateau là-bas, je le mettais au point. Je reviens de Lisbonne, de Lagos exactement. J'ai 2 choix. Je peux prendre l'avion, et ça va me prendre 2h30, ou je peux prendre le bus, ça va me prendre 38 heures. Vous avez pris le bus. Bah bien sûr. Bah oui. Alors, je dis pas, 15 jours avant, il a fallu que je fasse un aller-retour parce qu'il y avait un décès familial, il fallait venir aux obsèques, machin truc. Là, oui, j'ai pris l'avion, j'ai fait un aller-retour en avion, faut pas être con. Je peux pas passer une semaine dans le bus pour aller alors que je suis en plein boulot quelque part, quoi. Donc, soit je viens pas aux obsèques, soit je viens je fais un aller-retour en avion en 48 heures. Mais quand je reviens de Lagos le 1er janvier 2024, ça m'a pris 38 heures. Et c'était très bien. C'était très bien, même si c'était très long. Mais c'était très bien. Sauf si j'ai quelque chose à faire. Voilà, s'il y a un truc demain, j'y vais. Je prends l'avion. Oui, voilà. Bien évidemment, ça à prendre avec des pincettes dans le sens où des familles qui ont beaucoup de contraintes, par-ci par-là, comme vous dites, quand il y a des événements familiaux ou ce genre de choses, on va pas dire voilà, j'arrête tout, on fait comme on peut, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de ralentir. Et je repensais, pour la petite anecdote, moi j'ai vécu à New York et je me suis rendu compte que justement vous parliez de votre vitesse en marchant. À New York, en fait, tout va tellement très vite, très vite, très vite. Et quand je suis rentrée en France, que ça soit ma famille ou mes amis, quand je marchais avec eux, ils me disaient « Mais pourquoi tu te presses autant ? Enfin là, on n'est pas pressé par le temps, pourquoi tu marches aussi vite ?» Et je pense que j'avais vraiment intégré ce mode de fonctionnement-là, à se dire Ouais. c'est les États-Unis, je rentre un peu dans les généralités, mais time is money, Ouais. il faut avancer, il faut aller vite. Mmh. Et j'ai l'impression de retrouver un petit peu ça, à me dire des fois, je vais marcher dans la forêt et pourquoi je marche vite en fait? Parce que y a personne qui m'attend au bout de la forêt, quoi. Ouais, mais voilà, on a beaucoup de personnes dans cette vie qui courent tout le temps, quoi, qui n'arrêtent pas de courir,
qui n'arrête pas d'amener les enfants à 12 activités le mercredi. Enfin, je dis n'importe quoi, mais courir partout, sauter d'une activité à une autre, d'un machin. Oh, et alors? Oh, ça va pas, non? Puis du coup, notre monde tourne comme ça, plus personne n'a le temps de rien. Et il faut qu'on aille de plus en plus vite, il faut que les TGV aillent plus vite, gagner 10 minutes sur un Paris-Bordeaux, oh là là, quelle chance incroyable. Ah ouais, 10 minutes, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de 10 minutes? Enfin, il y a des gens pour qui c'est important, ce jour-là, mais c'est pas important tous les jours. Sauf si on habite à Bordeaux, qu'on travaille à Paris, évidemment. Là, ça, les 10 minutes vont compter, mais il faut être con pour travailler à Paris quand on habite à Bordeaux, quoi. Ça, après, c'est un autre truc. Mais, vous voyez, on a plein de possibilités de pouvoir aller vite quelque part, si on en a besoin. Le reste du temps, on n'est pas obligé de courir. Et malheureusement, on sait très bien que cette course effrénée, on sait très bien où elle nous mène, encore une fois. Hein. Donc, on fait pas de cadeau à la planète, là, hein, en voulant aller le plus vite possible. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'enchaîner tous les pays du monde. Ah ouais, mais moi j'aime bien voyager. Ah ouais, t'aimes bien voyager. Ouais. Mais bien sûr, tout le monde va avoir envie d'aller. Si c'est pas une question d'argent, si c'est pas une question de temps, si c'est pas une question de rien du tout, tout le monde va avoir envie de sauter dans un avion et aller visiter tous les pays du monde les uns après les autres et passer sa vie à faire ça. Donc évidemment, aller survoler, saupoudrer, tac. Ah bah hier j'étais à Bangkok, demain je serai, je sais pas où, à Sydney. Super, ouais, génial. Aujourd'hui, la planète, c'est pas sûr qu'elle apprécie qu'on aille prendre des photos au sommet du Corcovado, quoi. Enfin, qu'on aille au Brésil pour ça, quoi. On peut aller au Brésil pour aller aider les populations à je sais pas quoi faire. Peu importe, il y a plein d'endroits où on peut aller, servir à quelque chose, et prendre le selfie qui va bien devant la pyramide, je sais pas quoi. Ok, mais y aller que pour prendre le selfie, on n'a plus les moyens. La planète n'a plus les moyens de ça. Alors, on peut se le permettre parce qu'on a des Ryanair qui font des allers-retours sur Marrakech pour 10 €, mais donc financièrement, on peut se le permettre, c'est ça qui est malheureux. Mais je suis pas sûr qu'on puisse se le permettre écologiquement. Mais bon, ça, c'est la partie un peu chiante du truc. Non, mais je pense que c'était quand même important de le mentionner aussi. Pour clôturer, cette dernière partie sur la navigation, vous dites qu'au final, c'était pas l'histoire d'une course, mais une forme de victoire sur vous-même. Donc, si vous deviez résumer en quelques mots cette victoire, ça a été quoi cette victoire pour vous? Moi, je suis parti sur ce Vendée Globe en ne sachant pas très bien de quoi il s'agissait. D'accord. Alors, quand je dis partir, c'est prendre la décision d'eux. Hein, c'est pas prendre le départ, parce que il y a deux Vendée Globe. Hein, il y a celui avant le départ, et puis après, il y a celui après le départ. Et ce sont deux Vendée Globe. Et donc, j'ai pris la décision de me lancer dans cette aventure du Vendée Globe, en ayant un seul objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Aucune ambition sportive, autre que d'aller le plus loin possible. Et une fois la ligne de départ franchie, on ira le plus loin possible aussi, hein, parce qu'on part dans l'inconnu, de toute façon, donc on ne sait pas très bien jusqu'où on va aller. La seule chose qui m'a arrêté dans cette quête d'aller le plus loin possible, donc c'est savoir si j'en suis capable et donc aller le plus loin possible, la seule chose qui m'a arrêté dans cette quête d'aller le plus loin possible, c'est la ligne d'arrivée. Oui, parce que vous auriez aimé continuer, en fait. Est-ce que j'aurais réussi à continuer après 124 jours? Si la ligne d'arrivée avait été un peu plus loin, est-ce que je serais allé à ce un peu plus loin? J'ai pas la réponse. Donc j'y suis retourné. Et je suis allé faire un deuxième Vendée Globe, que je raconte dans Retour en Enfer, que je vous invite à lire aussi. Et je suis allé faire ce deuxième Vendée Globe pour voir si j'en étais capable en allant dans un terrain pas inconnu, en tout cas. Ça veut pas dire qu'on connaît le chemin, mais en tout cas, je connaissais déjà ce qu'était le Vendée Globe, parce que j'en avais déjà terminé un. Et après, aller le plus loin possible. Est-ce que j'ai été capable de participer au deuxième Vendée Globe? Oui. Est-ce que je suis allé le plus loin possible en m'arrêtant en Nouvelle-Zélande? Je suis allé largement plus loin que le plus loin possible, puisque pendant la moitié du temps de ce Les Sables d'Olonne, la Nouvelle-Zélande, la moitié du temps, j'avais un bateau qui tournait à cloche-pied et pendant 5 semaines, j'ai vécu l'enfer.
Donc, est-ce que je suis allé le plus loin possible? Bah oui, je suis allé le plus loin possible. Et en plus, j'ai eu cette chance de faire la route de Jade de retour. Donc ça, après, c'est un autre truc. Ça, c'est autre chose. Savoir si j'en suis capable, j'ai la réponse, oui. Aller le plus loin possible, je n'ai pas la réponse à l'issue du Vendée Globe 2016. Donc je retourne. Et cette réponse, je l'aurai en 2020. Et j'allais vous dire, justement, quels sont vos projets pour la suite. Est-ce que on n'est pas à même de vous voir participer à nouveau à un Vendée Globe où vous dites c'est bon, là j'ai eu ma dose? La réponse, elle est variable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Vendée Globe, tel que le Vendée Globe a été dessiné, le Vendée Globe 2024, donc qui va avoir lieu à la fin de l'année, tel qu'il a été dessiné par les organisateurs, ne m'intéresse absolument pas. Pour moi, le Vendée Globe est totalement galvaudé par le règlement du Vendée Globe 2024. Après, on peut rentrer dans les détails, mais ça va durer des heures. Et c'est la raison pour laquelle je n'y suis pas. Maintenant, est-ce que le Vendée Globe 2028 sera du même acabit ou pas? J'espère que non. J'espère que le Vendée Globe va revenir à des valeurs un peu meilleures que celles qu'ils veulent montrer en 2024. J'espère. Beaucoup. Pour l'épreuve. Est-ce que du coup j'en ferai partie? Ça, c'est un autre sujet. Mais il n'est pas certain que je ne participe pas à une épreuve du genre du Vendée Globe. Il y a une autre épreuve qui est très belle, qui s'appelle le Golden Globe, qui est une course en solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance, qui part des Sables d'Olonne, en alternance avec le Vendée Globe. Et c'est une course qui a lieu sur des bateaux de 10 mètres, qui a lieu à l'ancienne. Et donc sur des bateaux qui avancent pas un caramel. C'est fait à l'ancienne, avec pas de moyens électroniques, pas de moyens techniques, rien du tout. Et ça met 220 jours pour le plus rapide. Et ça m'intéresse. Et ça m'intéresse d'autant plus que ma fille Jade, qui après ses 68 jours de mer n'aime toujours pas le bateau. Elle, ce qui l'intéresse, c'est le voyage. Et m'a dit l'autre jour que peut-être que elle avait fait un demi-tour du monde, peut-être qu'elle a envie de faire un tour du monde en solitaire, pour voir si elle en est capable. Incroyable. Ouais, et peut-être bien que cette épreuve qui s'appelle le Golden Globe, l'épreuve en 2030, pourrait nous intéresser tous les deux, c'est-à-dire elle sur un bateau et moi sur un autre. Elle sera pas capable d'amener le bateau toute seule, il faudra quand même que je l'accompagne. Peut-être que ça, c'est un joli projet, ouais. De faire en sorte que Jade puisse vivre cette expérience de faire un tour du monde en solitaire, ça peut être bien, ça. On sait jamais. On verra bien. Mais écoutez, j'ai hâte de découvrir ça. Même le livre La Route de Jade, c'est le prochain sur ma liste, avec Retour en enfer aussi. Oui. Là, pareil, je mettrai les références. On a un petit peu débordé, mais comme ça, on reste dans la thématique de prendre le temps. Et c'est ça. Vraiment, je vous remercie parce que je sens que ça a vraiment été chercher quelque chose assez profond sur ce côté prendre le temps. Et j'espère que c'est un message qui parviendra aussi aux auditeurs et aux auditrices. Voilà, c'est fantastique, c'est passé hyper vite. J'ai l'impression que je vous ai dit bonjour il y a quelques minutes. Mais merci beaucoup d'avoir pris ce temps et à bientôt pour de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Ouais, absolument, avec plaisir. Merci infiniment de m'avoir accueilli chez vous, Camille. Et c'est un plaisir justement de prendre le temps. Et on l'a pris et merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.